Pourquoi est-ce que des gens brillants, vraiment intelligents, finissent par croire à des idées franchement terribles? C'est la question que pose Samuel Fitoussi dans son livre Pourquoi les intellectuels se trompent. Alors aujourd'hui, on va décortiquer ensemble les mécanismes qui poussent parfois les plus grands esprits à défendre l'indéfendable. C'est une question qui est vraiment au cœur du sujet. Comment est-ce possible, sérieusement, que certains des plus grands penseurs du XXe siècle se soient mis à défendre, et avec passion en plus, les régimes les plus monstrueux de leur époque? C'est un paradoxe qui laisse vraiment sans voix, non? Alors, allons-y, plongeons direct dans le vif du sujet, avec un premier exemple qui fait froid dans le dos. On est en 1973. Jean-Paul Sartre, excusez du peu, un des plus grands philosophes du siècle, déclare tranquillement: un régime révolutionnaire doit se débarrasser d'un certain nombre d'individus qui le menacent, et je ne vois pas d'autre moyen que la mort. Oui, oui, on parle bien ici d'une justification pure et simple du meurtre politique. Et attention, ce n'est pas un cas isolé, loin de là. Écoutez un peu ce que disait Bertolt Brecht, le grand dramaturge, à propos des victimes des procès de Staline. Plus ils sont innocents, plus ils méritent d'être fusillés. La logique est glaçante, ça défie l'entendement. Allez, un troisième exemple, juste pour la route. Simone de Beauvoir, en 1957, à propos de la Chine de Mao, elle écrit: le programme appliqué par le régime est celui qu'aura adopté n'importe quel gouvernement moderne et éclairé. Petit rappel quand même, on parle d'un régime responsable de dizaines de millions de morts. Moderne et éclairé donc. Et là, on pourrait se dire que ce sont juste quelques exemples isolés. Mais non. L'histoire nous montre un schéma assez troublant en fait. Les Khmers rouges, dirigés par une bande d'intellectuels formés en France. Le nazisme, il a cartonné sur les campus universitaires. La conférence de Wannsee, celle qui a planifié la solution finale, eh bien plus de la moitié des participants avaient un doctorat. Et en URSS, les diplômés d'université étaient bien plus susceptibles de soutenir le Parti communiste. C'est fou, mais le lien entre haute éducation et idéologie mortifère semble bien réel. Ok, alors comment on explique ça? C'est là que le livre devient fascinant. Il propose une théorie qui tourne autour d'un un conflit fondamental, la quête de vérité contre l'appartenance à la tribu. Pour piger ce paradoxe, il faut qu'on s'arrête sur une idée clé qui vient des chercheurs en sciences cognitives Mercier et Sperber. L'idée, en gros, c'est que notre raison ne sert pas à un seul but, mais bien deux objectifs qui sont souvent en compétition. Bon, l'argument central, il repose sur une distinction hyper importante. D'un côté, il y a ce qu'on appelle la rationalité épistémique. Son but est simple, c'est de chercher la vérité, de comprendre le monde tel qu'il est. Et de l'autre, on a la rationalité sociale. Et là, l'objectif est complètement différent, c'est chercher un statut, appartenir à un groupe, en gros, préserver sa réputation. Et c'est justement dans ce tiraillement entre les deux que tout le problème commence. Le psychologue Steven Pinker a une phrase qui résume ça à la perfection. Il dit: l'une des fonctions du cerveau peut être d'entretenir les croyances qui apportent le plus grand nombre d'alliés plutôt que les croyances les plus valides. C'est clair, non? Parfois, le besoin d'être avec les autres, d'être accepté, est juste plus fort que le besoin d'avoir raison. Ok, mais on peut se demander, pourquoi est-ce que ce conflit touche particulièrement les intellectuels? Eh bien, la deuxième partie de la réponse est toute simple, c'est parce que pour eux, se tromper n'a souvent aucun coût. Pour expliquer ça, il y a une analogie géniale de l'économiste Thomas Sowell. Imaginez un boulanger. S'il fait du mauvais pain, qu'est-ce qui se passe? Boum, les conséquences sont immédiates. Les clients ne reviennent plus. Son erreur lui coûte cher. Maintenant, prenons un intellectuel. Même si ses théories sont complètement fausses, il y a rarement de conséquences directes pour lui. Sa réputation, en fait, elle dépend surtout de ce que pensent ses collègues, pas du tout de savoir si ses idées marchent dans le monde réel. Du coup, c'est la rationalité sociale qui gagne, pas la recherche de vérité. Et attention, ce n'est pas juste une jolie théorie. Une étude très connue, qui a duré 20 ans, menée par Philip Tetlock, a montré un truc assez dingue. Les prédictions des experts en politique et en économie, eh bien, elles sont à peine meilleures que si on tirait à pile ou face. Ça montre bien que le lien avec la réalité peut être, disons, très très mince. Et des exemples comme ça, l'histoire en est pleine. On parlait de Sartre tout à l'heure. En 1939, il affirmait qu'Hitler n'attaquerait jamais la France. Oups! En 1954, il prédisait que l'URSS aurait un meilleur niveau de vie que la France en quelques années. Re-oups! Et pourtant, ces erreurs colossales n'ont absolument pas touché à son statut d'icône. Alors là, on arrive au point peut-être le plus surprenant, le plus contre-intuitif du livre. On aurait tendance à penser que l'intelligence, ça protège de tout ça. Eh bien, l'auteur nous dit que c'est tout le contraire. L'intelligence peut même empirer les choses. L'idée, c'est que l'intelligence ne serait pas vraiment utilisée pour trouver la vérité. Non. Elle servirait plutôt d'outil, d'arme, pour défendre à tout prix des croyances qu'on a déjà adoptées pour des raisons sociales, pour faire partie du groupe.
Il y a une étude qui illustre ça parfaitement. On demande à des gens de lister des arguments pour et contre leur propre opinion sur un sujet. Résultat, les personnes avec un QI élevé sont bien meilleures pour trouver des arguments pour leur propre camp. Mais pour trouver des arguments contre leur position, là, le QI ne fait aucune différence. L'intelligence sert donc moins à remettre en question ses propres idées qu'à construire une forteresse autour. Ça devient une arme au service du biais. C'est George Orwell qui a eu le mot de la fin là-dessus, avec son ironie mordante habituelle. Il disait « Il faut appartenir à l'intelligentsia pour croire à des choses comme ça. Aucun homme ordinaire ne parviendrait à être aussi idiot. » Ça résume tout, non? Une grande intelligence peut juste servir à bâtir des raisonnements super compliqués pour justifier des idées complètement absurdes. Et quand on utilise son intelligence comme ça, juste pour justifier ce qu'on veut croire, ça nous entraîne dans un véritable cercle vicieux. Une spirale infernale, en fait. Voyons comment ça marche. Le mécanisme est à la fois simple et terrible. Ça commence comment? D'abord, on adopte une croyance pour des raisons sociales, pour être dans le bon camp. Ensuite, on met toute son intelligence au service de cette croyance pour la défendre. Troisième étape, on se met à adopter des faits, même s'ils sont faux, qui vont dans notre sens. Et petit à petit, la croyance de départ devient de plus en plus ancrée, de plus en plus émotionnelle. Et évidemment, le fossé avec ceux qui ne sont pas d'accord devient un gouffre. Voilà, c'est la recette parfaite pour la polarisation. Et là, on touche à un point vraiment crucial. Pour en arriver à justifier quelque chose d'immoral, d'indéfendable, il faut souvent se tordre la réalité. Il faut se convaincre que les faits sont autres que ce qu'ils sont vraiment. Pour terminer, on va aborder un dernier point fascinant. Comment des idées qui étaient peut-être bonnes à une époque peuvent devenir des poisons quand le contexte change. L'auteur appelle ça les fantômes des anciennes batailles. L'histoire du peuple Moriori est une illustration tragique de ce phénomène. C'est un peuple du Pacifique qui, après une guerre terrible, décide d'adopter un principe sacré, la non-violence absolue. Et ça marche. Pendant 300 ans, cette idée leur assure la paix. Sauf qu'en 1835, la réalité frappe à leur porte. Des envahisseurs maoris débarquent. Et là, face à une violence brutale, les anciens Moriori, les sages de la tribu, décident de s'accrocher à leur grand principe de non-violence. Le résultat, ils sont massacrés, réduits en esclavage, leur peuple est quasiment anéanti. Une idée qui était vertueuse est devenue une condamnation à mort. L'auteur a une image géniale pour ça, le syndrome de Saint-Georges à la retraite. C'est l'idée qu'après avoir gagné une grande et juste bataille, après avoir tué un vrai dragon, eh bien on continue de chercher d'autres dragons à combattre. Des dragons de plus en plus petits, et parfois même des dragons complètement imaginaires. Juste pour continuer à se sentir utile et pour justifier son combat. Et tout ça, évidemment, nous ramène à aujourd'hui, à notre époque. Et ça pose une question assez vertigineuse. Si, dans nos débats actuels, le coût de se tromper est proche de 0, mais que le coût d'aller contre l'opinion du groupe est, lui, énorme, alors quelles sont les idées qu'on est tous incités à défendre, même si elles n'ont rien à voir avec la vérité? C'est une question qui, je crois, mérite qu'on y réfléchisse sérieusement.